Mesdames et messieurs, bonsoir, j'ai envie de vous dire, puisque voilà, cette première journée touche à sa fin. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Marie-Hélène, Yann, l'AEI, et puis bien sûr l'ensemble de nos intervenants pour leur participation. Pour moi, l'évaluation, je parle de moi, c'est ce que je sais le mieux faire, je crois. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, puisqu'il questionne, et vous le savez mieux que moi, sur le sens de notre action et sur les objectifs que l'on poursuit. Et c'est important, vous le savez, comme on l'a dit ce matin, d'avoir du sens dans son travail et de savoir où on va. Alors, j'en profite aussi pour... mais Marie-Hélène l'a fait, mais elle a été de bon conseil. Effectivement, il y a 11 ans déjà, ce sujet avait été mis à l'honneur pour le premier congrès. Il ne s'appelait pas Procréa d'ailleurs. Et on peut dire que la question de l'évaluation, déjà à l'époque, posait beaucoup de questions. Et... comment vous dire, bon, j'ai mis à peu près un Paris-Montpellier pour lire les travaux qui avaient été produits à l'issue de cette journée. Et je dois dire que je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire. Alors également, il faut aussi savoir que, et puis vous êtes bien placé pour le savoir, que notre industrie, on va dire, de l'accompagnement était considérablement modifiée. Elle l'est, j'ai envie de dire, régulièrement, de façon chronique. Et on nous a semblé utile, voilà, aujourd'hui, de nous réinterroger sur la question de l'évaluation. Alors, et notamment, c'est pour ça qu'on a de la chance, en présence de chercheurs qui ont pu travailler sur le sujet, mais également des principaux financeurs. Et donc, c'est un moment assez unique aujourd'hui que nous sommes en train de vivre. Et donc, nous sommes des privilégiés. On va peut-être avoir des infos en exclusivité. J'ai pas envie de vous divulgacher le contenu de la conférence qui arrive. Il paraît qu'on peut le dire maintenant, c'est dans le dictionnaire. Mais les questions qui se posent, quelles sont-elles en fait ? La question qui se pose, c'est comment peut-on mesurer l'efficacité de notre travail ? D'accord ? C'est aussi de réinterroger sur des objectifs qu'on entend ci et là par certains opérateurs, enfin on va dire financeurs des opérateurs d'accompagnement, sur des objectifs qui ne sont pas toujours partagés, comme la question du taux de pérennité des entreprises. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de parler de pérennité des entreprises quand on regarde les parcours professionnels des uns et des autres, qui sont de moins en moins linéaires, de plus en plus chaotiques, mais chaotique ne veut pas dire négatif, veut dire semé de rebonds et d'expériences diverses et variées. Une autre question se pose, c'est est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité d'une politique au regard du nombre d'entreprises créées, nombre de numéros de sirettes qu'on aurait pu permettre de voir le jour, ou d'emplois créés, quand on sait qu'aujourd'hui, eh bien, on l'a vu, créer une entreprise, c'est pas si dur que ça, puisqu'aujourd'hui, on atteint presque les 700 000 créations d'entités. Mais que par là même, on a aussi la moitié de micro-entrepreneurs. Donc voilà, un paysage différent, une industrie qui évolue, des typologies d'acteurs qui n'est plus la même. Donc ça questionne sur le sens de notre action et de comment on l'évalue. Alors, nos intervenants vont tenter de nous apporter des réponses sur ces points-là. Et je vais tout de suite les inviter à se présenter. Donc, je vous en prie, Sylvie. Bonjour, je suis Sylvie Samut, je suis professeure à l'Université de Montpellier, également au Lab Aix-Entreprendre. Et peut-être avant de dire plus avant, je voudrais remercier Marie-Hélène et Yann, parce que si vous êtes ici à Montpellier dans nos locaux aujourd'hui, c'est un peu de ma faute. Voilà. Donc peut-être que vous préféreriez être directement à 7 et ne pas avoir à faire le trajet ce soir. La raison, c'est que je les ai appelés il y a peut-être 1 an et demi, tous les deux, en leur disant, voilà, nous, on va organiser le congrès de l'Académie de l'entrepreneuriat à Montpellier. Et depuis très longtemps, on travaille ensemble. Depuis très longtemps, on se connaît. Nous, chercheurs, on connaît l'importance du terrain. Et si on n'a pas de terrain, on ne peut pas faire de recherche. Et donc, je lui ai dit, est-ce que tu es partante ? Est-ce que vous êtes partants, tous les deux, pour faire coïncider le congrès Procréa avec le congrès de l'AEI. Alors nous, on était contraints
par rapport à des dates. Eux, ils étaient contraints par rapport à leurs dates et on est arrivé à un terrain d'entente sur cette semaine-là. Nous, on a fini à midi, depuis lundi. On était de lundi à aujourd'hui. Vous avez commencé ce matin. On a déjeuné ensemble, aux rues, à côté. Et puis, un certain nombre de chercheurs de l'université ont accepté de participer au congrès Procréa. Alors, pour certains d'entre nous, on participe depuis le début, hein, puisque on nous a demandé de participer à la réflexion scientifique de ce colloque depuis le premier jour. Et je crois que vous allez avoir beaucoup d'échanges tout au long de ce Procréa avec certains de mes collègues venus de la France entière. Et j'en suis ravie. Donc si, encore une fois, vous êtes à Montpellier aujourd'hui et que vous auriez peut-être préféré être à Sète, quoique le temps n'est pas terrible, c'est de ma faute, donc je m'en excuse. Voilà. Je vais laisser la parole peut-être à Alain. Bonsoir, donc je suis Alain Fayolle, professeur à EM Lyon. Quelle est ma relation à l'accompagnement des entrepreneurs et à l'évaluation? Rapprochez. Ça va mieux? Bon. Donc, quelle est ma relation à l'accompagnement et à l'évaluation des dispositifs et des structures d'accompagnement? D'abord, j'ai accompagné des étudiants porteurs de projets, de création d'entreprises, la plupart du temps à EM Lyon, et dans d'autres institutions. Ensuite, au niveau de la recherche, j'ai beaucoup travaillé sur l'évaluation des formations en entrepreneuriat pour essayer de mieux apprécier, mieux mesurer leur impact et leurs effets sur un certain nombre d'indicateurs. Et puis au niveau pratique, j'ai travaillé avec le réseau des CCI il y a quelques années pour réfléchir avec eux sur des méthodes d'accompagnement et le renouvellement peut-être de ces méthodes d'accompagnement. Et je suis intervenu comme expert auprès de cabinets conseils pour des évaluations de politiques publiques en création et reprise d'entreprises dans différentes régions et conseils généraux de France. Voilà. Merci Alain. Bonjour, Marie-Adeline Pex. Je suis directrice exécutive chez BPI France. J'ai en charge à la fois le partenariat avec les régions et l'action territoriale et le soutien à l'ensemble de l'activité de la création et de l'entrepreneuriat pour lequel BPI France a repris au début de l'année les missions initialement exercées par l'Agence France Entrepreneur d'une part et un de nos deux actionnaires préférés, la Caisse des dépôts d'autre part. Alors, ce sujet de l'évaluation, il se trouve que, je reviendrai dessus, mais nous on porte à double titre d'une part parce qu'on est une banque publique et à ce titre on est très soucieux de l'impact de nos propres actions et très évalué par un certain nombre d'acteurs divers et variés avec des objectifs d'évaluation chacun particulier. Et donc j'ai envie de dire on connaît bien le sujet en tant qu'acteur public et on est aujourd'hui très soucieux des conditions et de ces sujets-là en tant que financeur, donc aux côtés notamment des régions, de différentes structures et de différents partenaires qui ont des missions notamment d'accompagnement à la création sur le terrain. Il se trouve pour finir que j'ai passé 10 ans dans un conseil régional, cette fois-ci en tant que financeur, et que clairement ces sujets d'évaluation de politique publique, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est un sujet extrêmement important, pas forcément simple, et sur lequel c'est toujours intéressant de se pencher pour essayer de trouver des solutions un peu collectives, parce que je pense, et c'est un des messages que je passerai tout à l'heure, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul. Merci Marie. Bonjour, Brigitte Geoffriot, donc je suis directrice de la direction de l'économie et de l'innovation à la région Occitanie. Je profite également de l'occasion qui m'est donnée de remercier les organisateurs que je connais bien à différents titres en tant que effectivement financeur, mais également parce que j'ai occupé pendant 3 ans la fonction de secrétaire générale de la Chambre régionale de métiers d'Occitanie
où j'ai travaillé à la fusion de ce réseau, et donc un grand partenariat également avec les CCI. Et aujourd'hui, je suis revenue au Conseil régional. J'ai occupé précédemment une fonction de direction en matière de formation professionnelle, et toutes les questions d'évaluation de politique publique ont été travaillées à la fois en formation professionnelle, et nous y travaillons actuellement au sein de la direction de l'économie et de l'innovation. On y travaille pour les mêmes raisons que vient de donner Marie-Adeline Pex, une commande politique qui nous demande de fournir des mesures d'impact, des mesures d'efficacité, ce qui pose un certain nombre de questions quant à la commande initiale, mais on y reviendra tout à l'heure dans les interventions. En tout cas, on n'échappe pas à cette question de l'évaluation, même si elle n'est pas toujours très bien posée et très bien structurée. Et c'est sûrement la raison pour laquelle, 10 ans après avoir mis ce sujet à l'ordre du jour du Congrès, vous l'avez remis aujourd'hui. Donc, on va pouvoir en parler. Merci. Merci, Rosine. Bonjour à tous et à toutes. J'aurais dû dire bonjour à toutes et à tous. Véronique Vincent, donc je suis à la Caisse des dépôts, et pour faire simple, je suis à la direction de l'investissement au département économie et cohésion sociale de la Banque des Territoires. J'ai en charge la promotion de tout ce qui tourne autour des fonds d'investissement à impact, et de la promotion et de la diffusion d'un outil de méthodologie et de suivi de mesures d'impact qu'on a mis en place il y a aujourd'hui 2 ans pour un fonds d'investissement dont nous sommes initiateurs et structurateurs, un fonds d'investissement dans un périmètre qui est circonscrit aujourd'hui à l'économie sociale et solidaire. Alors, la Banque des Territoires, par rapport à la BPI, donc nos enjeux, on va dire nos grands enjeux identifiés pour l'économie à impact social, c'est 1, d'orienter, 2, d'accompagner, donc l'accompagnement est au cœur de toutes nos préoccupations, investir, puisqu'on est aussi investisseur, et moi j'interviens plutôt en aval, puisqu'on est sur la mesure de ce qu'on appelle de la performance ou de la création de valeur extra-financière, ou encore ce qu'on peut appeler les externalités positives, dans un jargon, ou des TRI alternatifs extra-financiers. Et donc, je vous parlerai d'un outil qui s'appelle aujourd'hui MESIS, qui a été co-construit avec des partenaires bancaires et des entrepreneurs, et qui fonctionne pour un certain nombre de fonds d'investissement. Donc, on a aujourd'hui un recul de 2 ans, et on porte des ambitions de place nationale et régionale pour que ce dispositif, cette méthodologie, puisse à très court terme, c'est-à-dire on vise plutôt la fin de l'année, que ce soit un outil qui soit exportable sur le web, et que porteurs de projets, financeurs, collectivités puissent avoir des entrées diverses et variées, et puissent s'approprier l'outil moyennant des abonnements qui ne sont pas encore très bien définis, mais le système existe aujourd'hui. Merci Véronique. Alors, on rentre dans le sujet. C'est parti. Alors Alain, désolé, si vous êtes puni. Alors, on va commencer par une question toute simple. On va d'accord. C'est quoi l'évaluation? Ok, donc c'est facile. Merci pour cette question simple qui appelle une réponse tout aussi simple. Donc, moi, je vais vous parler au fond de la complexité de l'évaluation. Il y a différentes façons de voir l'évaluation. En termes de quoi évaluer, évalue-t-on des structures, des dispositifs d'accompagnement, des méthodes, des outils d'accompagnement? En termes de finalité et d'objectifs, ceci a été précisé tout à l'heure par Johan, d'indicateurs. Il y a une diversité d'indicateurs qui pourraient être pris en compte, entre des indicateurs qui sont relativement simples, dans la mesure où ils peuvent être mesurés pendant un processus d'accompagnement ou un peu après, et des indicateurs qui sont beaucoup plus problématiques, parce qu'on n'est pas certain qu'effectivement il y ait une relation directe entre un accompagnement qui a été donné et puis le fait de créer une entreprise, qui plus est, entreprise performante, qui va créer des emplois, qui va se développer, y compris à l'international. Donc cette question des indicateurs, elle est importante, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a aussi une question de temporalité, c'est-à-dire à quel moment faut-il mesurer. D'ailleurs, elle est reliée aux indicateurs. Et puis, il y a les points de vue. Les points de vue du bénéficiaire, il a son mot à dire,
par rapport à un ensemble de prestations qu'il a reçues. Il y a le point de vue de celle ou celui qui accompagne, le point de vue du directeur ou de la directrice de structure d'accompagnement, et puis le point de vue du financeur. Donc on voit déjà que par rapport à cette diversité de points de vue qui recouvre différents éléments, différents aspects, la complexité dans ces questions d'évaluation est bien présente. Ensuite, on peut s'intéresser à des questions, à des problématiques relatives à la pertinence d'un dispositif d'accompagnement. Est-il pertinent? Répond-il à des besoins, à des attentes au niveau des bénéficiaires? On peut s'intéresser à des questions qui ont trait à l'adéquation. Adéquation généralement moyen-fin. C'est-à-dire, est-ce que les moyens qui ont été mis en œuvre dans cette structure, dans ce dispositif, permettent d'atteindre les objectifs qui sont visés? Ensuite, il y a le niveau que tu évoquais, Johan, qui est l'efficacité. L'efficacité, c'est a-t-on, avec les moyens mis en œuvre, atteint les objectifs, quelle que soit d'ailleurs la nature et l'intensité des moyens qui ont été engagés. Et puis le dernier niveau, c'est l'efficience. C'est-à-dire, a-t-on pu optimiser les moyens, les ressources pour atteindre ces objectifs-là? Donc vous voyez qu'à côté de l'efficacité, qui est peut-être le niveau, la dimension auquel on pense rapidement, il y en a d'autres à prendre en considération qui sont tout aussi importants. Parce que je vais se poser la question de la pertinence d'un dispositif d'accompagnement par rapport à un profil de bénéficiaires est une question qui m'apparaît aussi importante. Donc pour moi, l'évaluation reste une pratique relativement complexe. Alors, pour illustrer cette complexité avec un modèle qui vient de la recherche et que j'apprécie, que j'ai utilisé, et vous verrez à quel point on est dans la complexité. Ce modèle, c'est celui d'un chercheur américain qui s'appelle Kirkpatrick, qui fonctionne depuis plus d'une cinquantaine d'années pour évaluer les formations continues. Pour évaluer les formations continues, évaluer les dispositifs, les processus d'accompagnement. Au fond, ça n'est pas tout à fait la même chose, mais il y a des similarités. Et dans ce modèle d'évaluation, il distingue 4 niveaux interreliés et de complexité croissante. C'est-à-dire du premier niveau jusqu'au 4e, on est dans une complexité qui est de plus en plus marquée. Le premier niveau, vous le connaissez tous, c'est la réaction, autrement dit la satisfaction des bénéficiaires. C'est-à-dire pendant ou à l'issue du processus d'accompagnement, ont-ils été satisfaits des recommandations, conseils qu'ils ont reçus, des moyens qu'ils ont pu obtenir dans la structure d'accompagnement. Donc, ce qu'on appelle aussi l'évaluation à chaud. Mais si vous avez des participants qui ne sont pas satisfaits, c'est difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir des apprentissages. Le deuxième niveau, c'est celui des apprentissages. Qu'ont-ils appris, au fond? Qu'ont-ils changé dans leurs attitudes, dans leurs croyances peut-être, dans les connaissances qui sont utiles à la création et au développement des entreprises, dans des compétences? Y a-t-il eu apprentissage et dans quelle mesure peut-on évaluer ces apprentissages et leur lien avec les comportements futurs de création, de reprise, de développement? Le troisième niveau, c'est celui du comportement. C'est-à-dire, y a-t-il eu effectivement création d'entreprise? Y a-t-il eu reprise d'entreprise? Et le quatrième niveau, c'est celui des résultats. C'est-à-dire l'impact au niveau des entreprises, l'impact au niveau de la société, qu'on mesure généralement à travers un niveau de chiffre d'affaires, croissance du chiffre d'affaires, la création d'emplois, direct, indirect, et puis la production de valeur à un niveau régional ou un niveau un peu plus national. Donc vous voyez 4 niveaux: réaction, apprentissage, comportement, résultat. Et encore une fois, on est dans une échelle croissante de complexité. Or, qu'est-ce qui se passe généralement quand on évalue les structures d'accompagnement? On va s'intéresser à la création d'entreprises, à la création d'emplois, aux résultats au niveau de la société, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux niveaux qui sont les plus complexes à évaluer. Ma préconisation serait de s'intéresser davantage au niveau apprentissage. C'est-à-dire
Y a-t-il eu acquisition de connaissances utiles à l'acte de création et de développement? Y a-t-il eu développement de compétences? Et on se trouve avec des indicateurs qui sont peut-être un peu plus faciles à mesurer. En tout cas, la relation entre le fait d'avoir été accompagné et le fait d'avoir développé ses connaissances et ses compétences peut être mesurée, sans qu'il y ait trop de biais, sans qu'il y ait trop de difficultés. Voilà, donc ma conclusion, si je dispose d'une minute, serait en quelques points. Le premier, c'est reconnaître la complexité de l'évaluation et ne pas s'enfermer dans l'évaluation, c'est quelque chose au fond de facile. Ça correspond en gros à la première question qui est sur le slide, doit-on continuer à ne mesurer que ce qui nous arrange? Alors, on peut penser que c'est facilement mesurable, mais je mets au défi quiconque d'établir une relation directe, rigoureuse, entre le fait d'avoir suivi une formation ou d'avoir suivi un accompagnement et simplement le fait de créer une entreprise. Il y a peut-être tout un tas d'autres facteurs qui ont joué un rôle tout aussi important, voire plus important. Deuxième point, ne pas chercher à réinventer la poudre ou l'eau chaude. C'est-à-dire, il existe des outils, des méthodes d'évaluation. Chercher peut-être à les utiliser, à les diffuser davantage. S'il y a des bonnes pratiques, pourquoi pas les échanger, pourquoi pas les tester, les expérimenter dans d'autres contextes. Troisième point dans ma conclusion, je pense qu'il est nécessaire d'adapter les dispositifs d'accompagnement au profil des bénéficiaires. Je ne crois pas aux modèles universels en matière d'accompagnement. Je pense que les profils psychologiques, les caractéristiques des individus, dans les différentes catégories que vous connaissez, avec des personnes que vous côtoyez, doivent être prises en compte dans leur singularité. On va parler en conclusion de ce Procréa 2019, de l'entrepreneuriat féminin, et je sais qu'il y a des débats entre nous sur est-ce finalement quelque chose de spécifique, faut-il accompagner les femmes d'une manière différente de l'accompagnement des hommes, etc. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Là, je regarde Martine qui va intervenir avec moi sur ce thème. Mais quelque part, l'idée, c'est adapter davantage nos dispositifs, nos méthodes au profil des bénéficiaires. Quatrième point, je sais que ça existe déjà, mais je pense qu'on peut aller plus loin, on peut faire mieux, tenir compte des situations d'accompagnement et des contextes. C'est pas la même chose de faire de l'antécréation, de la post-création. C'est pas la même chose de travailler sur des situations problèmes dans des processus d'accompagnement. C'est pas la même chose compte tenu des écosystèmes plus ou moins dotés dans lesquels s'inscrivent ces dispositifs et ces processus d'accompagnement. Avant-dernier point, ne pas se focaliser effectivement sur les indicateurs qui nous arrangent ou sur les indicateurs qui semblent être les plus parlants à un moment donné, mais chercher à diversifier les indicateurs qu'on peut utiliser pour évaluer les accompagnements et les situer plutôt au niveau 2 de ce modèle que je présentais tout à l'heure, c'est-à-dire être sur des apprentissages. Parce que si une des conclusions d'un accompagnement, c'est qu'effectivement les porteurs de projets ou les entrepreneurs ont appris, ont développé des compétences, à coup sûr, on pourra aller plus loin sur des comportements positifs et sur des résultats à la fois pour les individus, pour les organisations qu'ils ont créées, pour la société en général. Et le dernier point d'interrogation, on est plus sur, non pas comment réinventer l'évaluation de l'accompagnement, ça serait pas très prétentieux de proposer ça, mais quelque part, est-ce qu'on s'intéresse à des indicateurs d'amélioration du niveau de vie des personnes qu'on accompagne? Est-ce qu'on s'intéresse à des indicateurs, je dirais un peu psychologiques, du type l'estime de soi, la confiance de soi, le capital psychologique, qui comprend 4 dimensions, l'espoir, l'optimisme, l'auto-efficacité et la résilience? Est-ce qu'à l'issue des processus d'accompagnement, on a permis à nos porteurs de projets de développer de l'espoir, de l'optimisme, de la résilience et de l'auto-efficacité? Et je pense que si on réfléchit peut-être
sur nos dispositifs d'accompagnement et la manière de les évaluer, en prenant en compte ces indicateurs qui sont beaucoup plus centrés sur l'humain, peut-être qu'on arrivera à développer des entrepreneurs à fort potentiel et peut-être qu'on arrivera à installer une culture un peu différente. Voilà, merci. Merci Alain. On pourrait presque conclure, mais... Alors merci. Marie, je vais vous poser peut-être une question moins ouverte. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de ce que BPI France fait aujourd'hui en matière d'évaluation, puisque vous avez déjà une antériorité, vous avez déjà une action au soutien des entreprises. Est-ce qu'on pourrait commencer par là? Alors, je peux effectivement commencer par vous dire comment nous, on a appréhendé le sujet. On appréhende le sujet dans ses diverses dimensions. Effectivement, la complexité et la multiplicité des approches possibles est quelque chose auquel on est tous confrontés. Il y a plusieurs éléments et je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne peut pas traiter ce sujet sans avoir précisément défini ce qu'on cherchait à atteindre. Évaluer quelque chose sans savoir l'objectif qu'on poursuivait au départ, c'est juste impossible en réalité. On peut constater, mais on constate pour autant, si l'objectif fixé n'était pas celui de l'épanouissement personnel de la personne accompagnée, mais celui, je sais pas, de la création de valeur ajoutée, on peut imaginer plein de choses, on ne pourra pas évaluer le résultat. Pour juste illustrer ce qu'on fait nous et quelques exemples. Nous sommes... Et pourquoi on le fait? On le fait, et je pense que ma voisine ne me contredira pas, on le fait et on est comptable collectivement de cette évaluation parce que l'action que l'on mène, nous, vous, on le mène avec de l'argent public. Et qu'à un moment, on est comptable devant des citoyens, devant des gens qui payent des impôts cette saison, de savoir dire en quoi est-ce que cet argent public a produit quelque chose et a répondu à des objectifs de politique publique qui ont été fixés. Il se trouve que nous, en tant que banque publique, on nous fixe des objectifs de politique publique et que on vérifie la réalisation, l'impact de ces objectifs. On le fait annuellement avec des études d'évaluation spécifiques, en regardant sur des cohortes d'entreprises accompagnées par BPI France et sur des cohortes similaires d'entreprises non accompagnées, l'évolution d'un certain nombre de critères qu'on suit, l'emploi, le chiffre d'affaires, la pérennité, l'évolution à l'export, l'innovation, enfin toutes sortes de choses qui sont dans le champ d'intervention de BPI France. Donc cette capacité de regarder comment est-ce que évoluent des entreprises accompagnées, des entreprises similaires non accompagnées et faire cette évaluation-là sur un territoire, des territoires par territoire, parce qu'on le fait au niveau national et on le décline territoire par territoire, en comparant du coup l'évolution des entreprises sur ce territoire et l'évolution des entreprises au national, on est en capacité, pas forcément de tirer une conclusion définitive du fait que grâce à nous, il est arrivé ça, ou à cause de nous, il est arrivé ça, parce qu'il y a des tas de facteurs exogènes, et de toute façon, on ne pourra rien faire contre le facteur exogène, mais en revanche, on est capable de tirer des conclusions. Donc ça, c'est c'est un des exemples. Il y en a un deuxième, et je voudrais rebondir sur ce que vous disiez dans les 4 niveaux, parce qu'effectivement, il y a 4 niveaux qui sont des niveaux de plus en plus complexes. Nous, on a tendance à être hyper pragmatique, et on pense que le premier niveau, c'est-à-dire la satisfaction du client, à un moment, est-ce que ce que j'ai fait a répondu à un besoin de quelqu'un qui est venu me voir pour chercher une réponse au besoin qu'il a exprimé? Et est-ce qu'il est satisfait de la réponse que j'ai apportée? C'est pas l'alpha et l'oméga, parce qu'il y a des tas de raisons pour lesquelles le client est satisfait ou pas satisfait, mais en revanche, ne pas regarder la satisfaction du client, c'est juste rater l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine. Et donc, on fait, nous, tous les ans, des enquêtes auprès de nos clients et auprès de nos partenaires pour regarder l'appréciation qu'ils ont de façon très générique et de façon très précise sur un certain nombre de critères. Est-ce que pour vous, BPI France est une entreprise a une logique de RSE, accompagne l'innovation, est capable de financer telle ou telle chose?
Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important dans l'évolution de notre positionnement. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nos équipes, de savoir que là on est bon, là on n'est pas bon. Et il y a un critère auquel on est extrêmement vigilant, c'est ce qu'on appelle le Net Promoting Score, qui est le critère par lequel vous regardez si la personne que vous avez accompagnée accepte ou accepterait ou souhaiterait vous faire de la publicité, c'est-à-dire vous recommander. Et ce Net Promoting Score, qui est très regardé par différents types d'analyses, il permet de voir si vous êtes positionné en termes de satisfaction client au-dessus, en dessous de la moyenne, et surtout il permet de voir dans le temps, et c'est quelque chose sur lequel je reviendrai peut-être, parce que je pense que l'évaluation, ce qui est surtout important, c'est la pérennité dans le temps, et donc d'avoir des méthodes qui permettent non seulement de constater à un temps T une chose, mais surtout de constater à T+1, T+10, T+20 comment cette chose a évolué. Ce Net Promoting Score, on le suit dans le temps et on voit comment la satisfaction de nos clients évolue. Et ces deux aspects-là sont deux aspects qui sont pour moi essentiels, et j'insiste vraiment sur le fait que je pense qu'il faut aussi qu'on remette le créateur au centre du village et qu'on remette le créateur au centre de ce que l'on souhaite aussi regarder et évaluer. D'accord, merci Marie. Brigitte, alors votre regard vous sur l'évaluation, et justement ça fait la transition. Je pourrais commencer par une petite question. Comment BPI France, par exemple, enfin alors c'est pas vous qui allez répondre, mais comment vous, région, vous allez travailler avec BPI France et vous mettre en ordre de bataille pour partager les mêmes objectifs? Comment ce travail peut se faire quand il y a plusieurs financeurs, effectivement, sur un même territoire? C'est peut-être simple, mais... Alors, vous orientez bien la question. On partage des financements, on partage des politiques, on a des angles d'approche qui sont complémentaires et on a des angles d'approche qui peuvent être divergents. Donc ça, c'est la réalité de notre travail commun. Et c'est normal parce que on n'a pas tout à fait... on a des commandes communes qui sont des commandes de création d'entreprises, d'accompagnement à l'innovation, de financement d'entreprises pour qu'elles se développent. Donc on a des points communs. Ensuite, on peut avoir des approches qui peuvent être divergentes au sens où on ne met pas l'accent sur les mêmes éléments par rapport à un projet. Donc c'est vraiment l'angle sous lequel on regarde un projet, où on regarde un accompagnement qui peut être différent. Ça ne veut pas dire qu'il est opposé, ça veut dire que l'angle d'approche n'est pas le même. Et en fait, en évaluation, ce qui compte, c'est de savoir sous quel angle d'approche on est. Et vous l'avez dit au travers des 4 phases qui correspondent à une politique d'évaluation.
puissantes, de créateurs ou de porteurs de projets d'ailleurs, pour constater que tel ou tel type d'action vont avoir eu tel ou tel type d'impact, ou pas du tout. Donc, de toute façon, ça ne change rien, ou qu'au contraire, ça a des impacts importants. Et donc, ces deux sujets-là qui sont, un, est-ce qu'on peut avoir une pérennité dans l'action publique et un minimum de coordination entre les financeurs pour éviter, en fait, à des acteurs d'avoir à courir 25 lièvres à la fois. C'est pour ça, sans vouloir mobiliser la parole, que, à titre personnel, je trouve que les appels à projets ont des limites, parce qu'ils amènent les gens qui y répondent à se repositionner dans les objectifs stratégiques du moment T de l'appel à projet, qui 2 ans après n'est pas le même, ou qui, quand l'appel à projet est fait par quelqu'un d'autre, n'est pas le même non plus, et du coup à revoir ses priorités, ses stratégies, ses objectifs. Donc cette pérennité dans l'action et cette pérennité dans la méthodologie évaluative, je pense que c'est 2 éléments qui sont indispensables pour que ça marche. Très, très intéressant. Cette question, ouais, effectivement, d'être dans une logique d'opportunité, en fait, réponse à une opportunité, et de stratégie qui peuvent être effectivement pas en phase. Brigitte, vous voulez ajouter quelque chose avant? Non, je partage ce point de la pérennité et de la longue période. C'est-à-dire que c'est effectivement une difficulté des politiques publiques, régionales mais pas que, de s'inscrire dans la durée pour pouvoir accompagner dans la durée, pour permettre aux structures qui accompagnent de se projeter dans la durée, d'exister dans la durée, et ensuite de pouvoir évaluer des politiques dans la durée, tout en s'adaptant à des éléments de contexte qui changent. Donc c'est vrai que c'est pas toujours dans des périodes, dans la période des quelques années qui viennent de s'écouler, il y a eu ça a beaucoup secoué de ce côté-là, et à tous les niveaux. Donc c'est pas simple pour les structures d'accompagnement, ça n'est pas simple pour les financeurs. On essaie de se placer dans la durée, parce que effectivement une politique publique, c'est pas du court terme, c'est du long terme. Même si on peut avoir des politiques coup de poing sur des sujets bien particuliers, mais c'est du long terme, ça doit s'inscrire dans la durée. L'appel à projet entrepreneuriat qui vient d'être relancé pour la région Occitanie, il était d'1 an, il s'inscrit dans une durée de 3 ans pour... Bon, c'est pas extrêmement long, 3 ans, c'est clair, hein. Donc c'est pas hyper satisfaisant, mais on essaie d'être dans cette durée-là. Je suis d'accord sur le fait que les appels à projets, c'est pas la panacée non plus. Le marché public n'est pas non plus la panacée. On est dans un cadre qui est un cadre où on a un certain nombre de contraintes par rapport à ça, et on s'adapte aussi à ces contraintes, et on essaie de ne pas vous les faire subir au maximum. Mais on sait qu'on fait subir un certain nombre de choses vraiment dans des conditions qui ne sont pas pour nous satisfaisantes, et notamment sur la question de l'évaluation qui repose sur le fait de remplir toute une batterie d'indicateurs. On sait que ça n'est pas satisfaisant et qu'on a des progrès à faire de ce côté-là. Et pour nous, l'évaluation ne se résume pas à la batterie d'indicateurs. Et je redirai un mot sur les indicateurs tout à l'heure. Moi, j'ai beaucoup de questions pour vous, mais je vais vous épargner mes questions parce qu'on pourrait ouvrir un nouveau débat hyper intéressant. Mais effectivement, cette question-là, elle est assez clé et pose... moi-même, dans mes activités, j'y suis confronté, mais c'est cette question de l'externalisation ou non, et finalement, qui peut garantir une homogénéité d'action, d'évaluation, de pivot, de faux, effectivement. Et oui, effectivement, ça pose beaucoup de questions. On voit que l'évaluation, on a besoin de temps, effectivement. Ça se fait sur le long terme, mais on est sur des logiques financières plutôt court-termistes, à 2-3 ans, un marché public, ça peut être 4 ans. Je vous remercie. Véronique, s'il vous plaît. Alors, on va parler méthode. Maintenant qu'on a compris que le quoi était important, on a le pourquoi, j'ai envie de dire, maintenant. Alors, une des réponses qu'on peut apporter... Vous m'entendez? Oui. Non. Vous m'entendez? Un peu plus près. Un peu plus fort. Une des réponses qu'on peut apporter, parce que vous voyez bien que les approches sont multiples, de nombreux outils existent déjà sur le marché, qui reposent, on va dire, sur 2 ou 3 philosophies qui viennent tous un petit peu des pays anglo-saxons.
Ce qu'on a voulu avec Mésis, qui est en fait un outil qui a été cofondé par la Caisse des dépôts, BNP Paribas pour tout son secteur entrepreneuriat et microfinance, INCO qui accompagne les entreprises, un accélérateur de start-up et un cabinet d'évaluation qui va bientôt faire de la certification, parce que là on parle beaucoup d'évaluation, mais aujourd'hui il y a l'évaluation, il y a la mesure d'impact, et bientôt un nouveau champ va s'ouvrir avec la certification de la mesure d'impact. Bon, ça c'est dans quelques temps, mais ça commence à venir. Donc on a voulu, adossé à un fonds d'investissement qu'on a lancé dans l'économie sociale et solidaire, qui réunit un certain nombre de grands investisseurs, de mutualistes, d'assureurs, qui avaient, au-delà d'un greenwashing ou d'un social washing, qui voulaient vraiment prendre en compte la dimension sociétale des projets dans lesquels ils investissaient. On a voulu leur apporter une véritable mesure d'impact. Donc ce fonds fait aujourd'hui 70 millions d'euros. Il a investi 15 millions d'euros dans des projets régionaux. Et j'aurai deux illustrations avec une illustration sur la région de Montpellier avec une association qui s'appelle Illusion Macadam, dans laquelle le fonds a investi il y a à peu près 1 an. Donc on a voulu tester, mettre en place cette méthode. Cette méthode est perfectible. Elle est aujourd'hui une méthode, c'est en perpétuelle évolution. Et je vais vous donner rapidement les fondements de cette méthode. Elle s'appuie sur une base. Là, je rebondis sur la question des indicateurs. Elle s'appuie sur une base de 400 indicateurs, mais c'est pas 400 indicateurs comme ça dans lesquels on va piocher au petit bonheur la chance, qui sont organisés autour de domaines d'action sociale. Donc c'est des domaines d'action sociale, ça répond à des thématiques sectorielles. Je vais les citer rapidement, il y en a 7. Il y a l'accès à l'emploi, il y a la microfinance et le soutien à l'entrepreneuriat, il y a l'accès au logement, l'accès à l'éducation et l'égalité des chances, l'accès à la santé et au maintien de l'autonomie, la protection de l'environnement, parce qu'on parle beaucoup d'impact, et dans l'impact sociétal, on a à la fois la branche sociale et la branche environnementale. Et le dernier domaine d'action sociale, c'est l'action de lutte contre la précarité. Il se trouve que ces domaines d'action sociale sont en lien avec les objectifs de développement durable, parce qu'on a aussi des correspondances et des travaux, certes hexagonaux, mais aussi internationaux, sur ces travaux de mesure d'impact, et qu'on est en train de réfléchir à la création, par exemple, d'une nouvelle DAS, d'un nouveau domaine d'action sociale sur tout ce qui concerne tourisme et culture, puisqu'on a investi dans beaucoup de projets liés à la culture et au tourisme. Donc ça, très rapidement. Ensuite, c'est vraiment, il faut comprendre que c'est une méthode, mais que pour mettre en place cette méthode dans les structures ou dans les projets dans lesquels on va investir, il y a véritablement un travail partagé, un travail d'accompagnement qui se fait avec le dirigeant de l'entreprise ou le porteur de projet, puisque quand on investit dans une entreprise, les objectifs qui ont été définis et qui reposent sur un certain nombre d'indicateurs sont annexés en général au pacte d'associés ou au pacte d'actionnaires et constituent véritablement, doivent être compris comme une partie du pilotage stratégique de l'entreprise. Donc on s'inscrit, je vous rejoins, dans cette action dans le temps, puisque le fonds, en l'occurrence, investit dans des projets pour une durée de 5 à 8 ans. Donc bien évidemment, on a ex-ante, j'ai envie de dire, on définit les objectifs avec le chef d'entreprise ou le DAF ou une petite équipe. On s'aperçoit au bout de 2 ans que les objectifs, au départ, on les avait serrés sur 2 ou 3 objectifs et qu'au terme de 2 ans, il y a déjà des objectifs qui ne peuvent être maintenus comme tels parce que évolution du modèle, parce que changement économique, etc. Donc on est plutôt maintenant sur une définition plus large de 3 à 5 objectifs qui reposent sur des indicateurs. Donc définis, annexés et compris et entendu comme un outil de pilotage stratégique. Et on revoit en général l'entreprise à mi-parcours, et j'ai envie de dire dans les 2 premières années, chaque année, pour suivre, éventuellement faire varier, faire évoluer ses objectifs, comprendre comment ils ont évolué. Et bien sûr, à la sortie, ça sera de voir si on est capable de mesurer et de traduire en chiffres, puisque ça intéresse aussi les investisseurs en amont, ce que cet impact social et environnemental a généré comme plus-value. Voilà un petit peu globalement
la méthodologie. La méthodologie, ça fait toujours peur quand on parle de base de 400 indicateurs. Il faut quand même savoir qu'elle repose sur 3 types d'indicateurs. On a des indicateurs de contexte, donc des indicateurs que l'on trouve à l'INSEE, au ministère du Travail, etc. On a des indicateurs de contexte. Alors les indicateurs de contexte, on en a à peu près une vingtaine qui sont à disposition. Tout ça est décliné donc ensuite par domaine d'action sociale. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'en fait, elle est multifactorielle, multisectorielle. Donc, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise et du porteur de projet, on est capable de l'adapter. Et on l'a déjà adapté pour deux organisations. Le French Impact, pour la sélection des lauréats, donc dans le cadre d'un appel à projet qui avait été lancé par le haut secrétaire à l'économie sociale et solidaire. Donc là, on avait des porteurs de projets, des startups qui avaient déjà mis en place des indicateurs et Mésis est venu s'agréger. Donc c'est pas Mésis qui dégage ce qui a déjà été fait auparavant ou ce qui est en réflexion. Ça, c'est important. Donc c'est un outil totalement adaptable. Et on l'a aussi développé dans une version simplifiée pour la Fondation La France s'engage dans des projets qui étaient des projets pour lutter contre la précarité. Donc on a déjà pu adapter cette méthodologie à des dessins spécifiques. Donc je reviens très rapidement sur mes indicateurs. Indicateurs de contexte, donc les indicateurs publics, des indicateurs de public, donc de parties prenantes. Et ensuite on a, et c'est là le gros lot, la grosse partie des indicateurs, on a des indicateurs de réalisation et de résultats. Tout ça parce que le résultat, évaluer, c'est une chose, mesurer, c'en est une autre. Et on espère, aujourd'hui, on produit un reporting. Alors, on sait que l'évaluation et la mesure d'impact ne doivent pas servir à des seules fins de reporting, bien évidemment. Et l'intérêt, c'est d'avoir suffisamment de projets dans lesquels on aura investi pour faciliter un petit peu l'agrégation des résultats et voir si on peut, par secteur d'activité, par typologie de projet, par typologie d'entreprise, par typologie de public, commencer à constituer des benchmarks qui pourront être diffusés auprès de vous, de tous les publics. D'où notre idée, à très court terme, d'en faire un outil, un système d'information disponible sur le net, puisqu'aujourd'hui il ne l'est pas encore, ça reste un système d'information interne. Donc très rapidement, je peux vous donner une illustration. Donc c'est l'association Illusion Macadam. Christine, ici présente, connaît bien cette association puisque c'est une association qui valorise les industries culturelles et créatives dans la région de l'Hérault et qui est basée à Montpellier et qui a créé un tiers-lieu, la Halle Tropisme, cette année, dans lesquels nous avons investi aux côtés de la région, des collectivités. Donc on est très content d'avoir participé à ce déploiement. Et là, il y a eu véritablement une appropriation de l'outil Mésis par les fondateurs qui en ont bien compris l'utilité. Et pour vous donner une idée, donc on est loin des indicateurs classiques de création d'emplois ou de nombre de chômeurs réinsérés. On a par exemple pris le nombre de structures accompagnées par Illusion Macadam. On a pris également le nombre d'événements publics qu'elle va pouvoir générer chaque année. Et ça, tout ça est programmé, enfin est mis en ligne, mis en perspective, on va dire, sur une durée de 5 ans. Bien évidemment, révisable chaque année, on a bien conscience. L'idée d'avoir des indicateurs à la fois agrégeables, et puis on a forcément, compte tenu des spécificités des projets, des indicateurs qui pour le moment ne sont pas agrégeables, mais qui pourront donner des résultats pertinents et voir comment ensuite on les analyse, hein, puisque les chiffres c'est une chose, après il faut voir un petit peu quelle analyse on fait de tous ces paramètres. On est bien d'accord et qu'on peut tordre les chiffres dans un sens ou dans l'autre, bon, mais il faut bien commencer par quelque chose. Donc voilà, on est work in progress, mais on est assez confiant. Et puis très rapidement, si ça vous intéresse, je peux vous parler aussi d'un Fab Lab intéressant qui s'appelle Mekissi, que très certainement beaucoup d'entre vous connaissent, qui est une association qui promeut donc les savoir-faire artisanaux, artistiques et technologiques, donc encore un tiers-lieu.
qui s'est déployé sur la région de Montreuil et de Marseille et qui a des ambitions en région. Et là, on a trouvé beaucoup d'indicateurs parce qu'ils sont vraiment très spécifiques. Donc pour vous donner des indicateurs encore un petit peu, pas exotiques, mais tout à fait spécifiques, on a par exemple le nombre de savoir-faire dans la communauté, puisque ce tiers-lieu accueille aussi bien des ferronniers que des artistes, que des gens qui travaillent sur des technologies, des nouvelles applications. On a le chiffre d'affaires donc apporté par Mekissi aux résidents soutenus en incubation. Donc là, on a tout un travail qu'on fait avec eux. Là aussi, c'est très très récent. Donc on commence par quelques indicateurs et il est possible que dans le temps, on en agrège beaucoup d'autres. Voilà, très très rapidement, cet outil. Difficile de le résumer plus rapidement, désolé. Et de toute façon, je serai à votre disposition si vous voulez en savoir un peu plus. Voilà. Merci Véronique. Alors, pour terminer cette séquence, avant que chacun nous fasse passer l'idée l'idée force, Sylvie, il me semble que le LabEx Entreprendre a développé une méthode. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ses fondements et son utilité? Merci. Oui, merci et merci pour ces 4 interventions qui étaient très intéressantes et je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant. J'ai entendu les processus, j'ai entendu la pérennité, j'ai entendu la complexité, j'ai entendu l'agilité, j'ai entendu le créateur au centre du village. Je citais la personne qui a dit ça tout à l'heure. Tout ça, ça me va très bien. Et je me posais la question si il n'y avait pas un acteur qu'on laissait un peu de côté jusqu'à maintenant. Ce sont les accompagnants, ce sont les structures d'accompagnement. Et qui dit dispositif d'évaluation de l'accompagnement dit aussi prendre en considération le travail des accompagnants. Et Alain, tu as terminé sur la prise en compte du bien-être du créateur, du porteur de projet. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi prendre en considération le bien-être de l'accompagnant? Parce qu'un accompagnant qui aime faire son travail, qui se plaît dans la réalisation de sa mission au quotidien, c'est un accompagnant qui est meilleur demain qu'il ne l'était hier, parce qu'il s'épanouit dans son métier. Et donc, nous, on a essayé de travailler avec plein d'acteurs qui sont des financeurs, qui sont à l'autre bout de la chaîne des porteurs de projets, mais aussi on a essayé de travailler avec des structures d'accompagnement pour voir ce qu'elles pensaient de ces dispositifs d'accompagnement. Donc, on a essayé de travailler sur un outil qu'on n'a pas inventé du tout. Cet outil, il nous vient... Donc c'est un travail collaboratif qu'on a fait à 3 avec Shafik Bakali, Karim Essegam et moi-même. Cet outil, il nous vient du contrôle de gestion. Alors il a un nom un peu barbare, il s'appelle le Balance Scorecard. Et il a été inventé par des auteurs américains qui s'appellent Kaplan et Norton. Et on a essayé d'adapter cet outil qui ne vient pas du monde de l'entrepreneuriat, qui est un peu rigide, il faut bien le dire. On a essayé de l'adapter au monde de l'accompagnement et plus spécifiquement encore au monde de la structure d'accompagnement puisque c'est notre terrain d'enquête. Et on a pour cela développé, alors je vais passer là-dessus parce que c'est peut-être ça sera rébarbatif pour vous, mais voilà l'outil. Ça c'est le Balance Scorecard qui a été développé, vous voyez leur nom en haut, Kaplan et Norton, au début des années 2000 en fait. Et il met en évidence 4 éléments qui sont essentiels, qui sont l'axe financier. Vous avez des financeurs, vous connaissez les financeurs, certains sont exprimés. L'axe client, mais ce vocabulaire client dans les structures d'accompagnement, on ne l'utilise pas trop. L'axe apprentissage, très important, parce qu'on a besoin d'innover, on a besoin de remettre à jour ses connaissances, ses compétences quand on est une structure d'accompagnement. Et puis la notion de pérennité, on en parlait, le processus d'accompagnement, donc c'est le 4e pilier de cet outil. Et donc cet outil, finalement, il nous parlait. Et donc on s'est dit, on ne peut pas l'adapter en tant que tel à la structure d'accompagnement parce que ce n'est pas un vocabulaire qui nous va bien.
C'est un outil qui est très descendant, c'est-à-dire que c'est le financeur finalement qui va imposer sa façon de voir à la structure d'accompagnement, et nous on était plutôt dans une démarche collaborative. On était dans une démarche co-construite, on appelle ça une démarche constructiviste. Donc on a essayé de proposer un outil adapté de l'outil de Kaplan-Norton, du Balance Scorecard. Alors vous voyez que les financeurs sont toujours là, les porteurs de projets ont remplacé les clients. Hein, on n'a pas des clients, enfin vous n'avez pas des clients, vous avez des porteurs de projets en face de vous. L'apprentissage et l'innovation sont toujours là, et le processus qui était un peu abstrait, le processus de fabrication pour une entreprise, on l'a transformé en processus d'accompagnement. Et donc vous voyez qu'on a mis également une flèche de progression, parce que nous on considère que tout part de l'apprentissage, tout part de l'innovation au sein de la structure d'accompagnement. Plus la structure d'accompagnement remet à jour ses compétences, plus elle innove, meilleure elle sera, donc meilleur sera son processus d'accompagnement, mieux seront accompagnés les porteurs de projets, et plus les financeurs seront contents, puisqu'ils auront des projets pérennes, ils auront de la création d'emplois, etc. Donc on a eu une démarche un peu différente, hein, finalement, du Balance Scorecard, mais on a utilisé cet outil. Alors, voilà le mot, hein, si vous ne connaissez pas, la démarche est constructiviste. C'est peut-être un mot barbare pour vous, mais l'idée c'est de dire qu'on a travaillé ensemble, on a co-construit l'outil. Alors, cette démarche constructiviste, on l'a construite comment? On a travaillé avec des financeurs. Voilà, on s'est mis autour d'une table avec des financeurs pour leur demander qu'est-ce que ça voulait dire pour eux le processus d'évaluation, qu'est-ce qu'ils mettaient derrière comme indicateur, etc. D'abord, on les a vus tout seuls, les financeurs. Après, on a vu des bénéficiaires de l'accompagnement, c'est-à-dire des porteurs de projets. Et puis, on a discuté avec eux de savoir comment ils voyaient l'évaluation, comment ils avaient vécu ça. On a fait ça dans la durée. Hein. On parlait de pérennité tout à l'heure, c'est pas des photos, c'est le film qui nous a intéressés. Et puis, troisième type d'acteur, on a travaillé avec des structures d'accompagnement pour savoir comment elles vivaient cette évaluation. Et j'ai oublié de vous dire une chose quand même qui est très importante, c'est qu'à la base, cette recherche, c'est pas nous qui avons choisi de la développer. Cette recherche, elle nous a été demandée par un réseau d'accompagnement et par deux réseaux d'accompagnement, si on peut dire. On peut citer les... Je ne sais pas si on peut les citer. Parce que dans la recherche, on ne doit pas citer... Bon. Donc, par deux réseaux d'accompagnement qui nous ont dit, voilà, on est évalué par des financeurs, mais on voudrait être plus actif que ça. Plutôt que de renseigner une batterie d'indicateurs et d'être un peu passif, finalement, dans le processus d'évaluation, on voudrait, nous, participer à ce processus d'évaluation et on voudrait, finalement, piloter, avoir un outil qui nous permette de piloter nos structures d'accompagnement. Et donc on a essayé de construire avec ce Balance Scorecard un outil finalement qui permettrait aux structures d'accompagnement de piloter par eux-mêmes la structure d'accompagnement en prenant en compte différents paramètres de façon à être plus à l'aise après avec les financeurs qui vont leur imposer de remplir des critères. Voilà. Alors, on a constitué ce que l'on appelle une carte stratégique. Et cette carte stratégique, elle est venue après 34 entretiens, hein, plusieurs mois de travail, en croisant finalement les points de vue des financeurs, en croisant les points de vue des structures d'accompagnement, en croisant les points de vue des bénéficiaires de l'accompagnement, on est arrivé à cette carte stratégique. Alors, cette carte stratégique, elle est composée finalement d'indicateurs qui, au final, a donné ça. Alors, j'espère que vous voyez. Voilà, moi non. C'est dommage, mais
normalement, on aurait dû avoir un vidéoprojecteur qui fonctionne. Et là, on a un petit vidéoprojecteur qui zoome. Alors, j'espère que... C'est bleu. Ah oui, c'est téléchargeable. C'est téléchargeable sur... J'espère que ça pourra être donné. Sur n'importe quel device. Ce sera téléchargeable sur le site de Procréa dès début de la semaine prochaine, tous les supports que vous pouvez. Vous exonère d'acheter une loupe. Voilà, désolé, hein. Surtout que vous êtes dans mes locaux, donc si le vidéoprojecteur ne fonctionne pas, c'est de ma faute. Hein. Donc je suis désolée de ne pas vous mettre dans les meilleures conditions de travail, mais voilà l'outil. Donc tout ce qui est en bleu, en fait, que vous ne voyez pas très bien, c'est ce qui a été travaillé au fil du temps avec tous ces acteurs-là, de façon à essayer d'avoir un outil collaboratif, un outil partagé. Alors, juste, je voudrais peut-être rajouter une dernière chose, c'est que on est conscient que entre, par exemple, un incubateur académique, entre une chambre consulaire, entre une structure très tournée vers l'innovation économique, sociale et solidaire, par exemple, une tournée vers le sport, enfin, etc., il y a aussi des différences. Et il y a des critères qui sont spécifiques à ces singularités. Et donc il y a une partie finalement de la carte qui pourrait être commune à toutes les structures d'accompagnement, et une partie de la carte qui pourrait s'adapter en fonction des caractéristiques de la structure d'accompagnement dans laquelle vous êtes. Voilà. Voilà l'outil, voilà le balance scorecard. Merci Sylvie. En étant assez synthétique. Non, mais très bien. Merci Sylvie. On va quand même vous proposer un petit jeu de questions-réponses, si vous avez encore de l'énergie. Vous êtes partant? Oui? Avant de conclure, on démarre sur un petit jeu de questions-réponses? Enfin, question. Alors, qui se lance? Qui se lance? Ici. Oui, Philippe Rajosepha, Urscope, Alter Incube, Alter Venture. Je voudrais poser une question sur les indicateurs et en fait évoquer, lorsque on met en place une nouvelle loi, une réglementation fiscale ou des indicateurs, on s'expose à l'abus de loi, c'est-à-dire on s'expose à ce que les projets soient montés à l'envers, non pas montés par rapport à des convictions de développement, mais montés par rapport aux indicateurs. C'est un vrai risque, comme lorsqu'on fait un compte d'exploitation prévisionnel, une fois qu'on a compris quels étaient les attendus des financeurs sur les sols intermédiaires de gestion normatifs, sur un certain nombre de ratios spécifiques, on sait construire des business plans à l'envers. On sait aussi les repérer, heureusement, au niveau des financeurs. Et en fait, on a quand même le même risque au niveau des indicateurs, c'est-à-dire qu'il faut, je pense, être très prudent de ne pas mettre en objectif des indicateurs qui fassent réagir les structures d'accompagnement sur du volume, sur de la productivité commerciale à outrance, qui ne prendrait pas en compte la qualité humaine de la personne accompagnée, parce que ça peut être vite fait. Hein. Moi, au bout d'un moment, j'ai un porteur de projet où je consomme un temps fou, et je me dis, bon, c'est bon, il va me consommer 48 heures, je le laisse tomber, quoi. Il ne passera pas au prochain jury. Hein. Donc voilà, est-ce que je lui donne la chance au produit? Donc en termes d'égalité des chances, c'est pas neutre. Voilà, donc est-ce que je rentre dans un système ultra élitiste? Donc je pense qu'il faut aussi être très prudent sur les risques des indicateurs. Donc quand on en met en place, il faut en mettre en place. Et en tout cas, il faut avoir, je pense, une lecture, enfin je ne sais pas, il faudra avoir votre réaction sur la lecture qu'on peut en avoir et pour éviter ce risque d'abus de loi. Parce que même demain on répond à un AAP, un appel à projet, et si on est focalisé sur des indicateurs, les actions qui vont être menées ne vont être focalisées que sur ces indicateurs. En tout cas, il y a ce risque-là. Pas de notre côté, on ne fait pas ça, mais bien évidemment, mais voilà, il y a ce risque. Et voilà, je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Merci. Moi, je vois deux choses pour synthétiser. Effectivement, quand on demande quelque chose à quelqu'un, il nous le donne. Donc ça, c'est le danger. Et effectivement, fixer des critères trop précis, c'est peut-être aussi voilà, perdre en souplesse. Alors, qui se sent de l'apporter? Marie? Avec. Ouais. Merci.
Enfin, je pense que, une fois encore, un peu comme je disais tout à l'heure que l'évaluation c'est la fin de quelque chose qui part de définition d'objectifs. Les indicateurs, ça n'est qu'un moyen de quantifier la réalisation de ces objectifs. C'est un instrument. Il faut que l'instrument il soit calibré en fonction des objectifs poursuivis. Après, que les financeurs, en lien, et je trouve que ce que vous disiez sur le fait d'associer les acteurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste des financeurs, en tout cas, nous, on se vit comme un partenaire, pas comme un financeur exclusivement. On n'est pas juste là pour vous faire des chèques. Sinon, des gens qui sont capables de vous faire des chèques, il y en a plein les rues. Donc, à partir du moment où on est si, il y en a, ils vous vendront l'argent plus ou moins cher, mais ils ne vous demanderont pas d'indicateur de réalisation. La seule chose, c'est qu'ils vous demanderont de rembourser. Mais à partir du moment où on est un partenaire dans la réalisation d'une politique publique, qu'on définisse ensemble ce qui nous paraît être les objectifs de cette politique et donc les moyens de suivre la réalisation de ces objectifs, il peut y avoir des abus de loi, certes, mais franchement, je ne pense pas qu'il faille tuer l'outil. Il faut le remettre à sa place et partir du principe que ce n'est pas quelque chose qui vous est imposé, c'est quelque chose qui s'appuie sur le fait que vous êtes, à mon sens, et ma voisine le dira, je pense encore plus que moi, les co-constructeurs ou les co-opérateurs d'une action qui repose sur de l'argent public et donc d'une action de nature publique qu'on a définie ensemble, notamment sous la responsabilité des élus qui, accessoirement, tous les 5 ans ou tous les 6 ans, repassent devant des électeurs pour valider, et ça c'est un bon processus d'évaluation, de l'élection, pour valider que ce qui a été mis en place est bien ou pas bien. Alors, ce matin, on a commencé par la philosophie. Moi, j'ai beaucoup aimé l'intervenante de ce matin. J'ai trouvé qu'elle posait vraiment bien. C'était génial. Et ça m'a fait penser à une philosophe que j'aime beaucoup. Et j'en ai parlé avec Katia Rousson, qui est là, qui est la responsable du service entrepreneuriat à la région. C'est une philosophe qui s'appelle Cynthia Fleury, et j'ai regardé, parce que j'ai lu des choses qu'elle a écrites sur le chiffre, sur la culture de l'évaluation et les risques associés à ça. Et elle j'ai repéré une phrase qui dit le chiffre renvoie à l'illusion d'un monde sous contrôle, en fait. Et c'est vrai qu'il faut prendre ça en compte, c'est-à-dire qu'on pense qu'avec le chiffre, on contrôle tout. C'est pas vrai. Et si on pousse à l'excès et si on ne remet pas les indicateurs et donc le chiffre à sa place et à sa bonne place, effectivement, on se trompe et on peut effectivement construire des politiques sur des choses qui sont des illusions. Parce que penser que le monde est sous contrôle, c'est une illusion qui peut coûter cher pour le coup. Et donc, ça ne rejette pas les chiffres, ça ne rejette pas l'indicateur, bien au contraire. C'est simplement que l'indicateur, il parle pas tout seul. Et un chiffre ne parle pas tout seul. On doit le faire parler et on doit parler autour des indicateurs. D'où l'importance de l'échange et du partenariat dans la construction des politiques publiques, dans la mise en œuvre des politiques publiques et dans l'évaluation des politiques publiques. Et je rejoins donc ce que vous disiez tout à l'heure, Sylvie, sur le fait d'associer les partenaires qui mettent en œuvre l'accompagnement à cette conception-là. Et là-dessus, on a des progrès à faire parce qu'on n'est pas toujours... on a des contraintes de temps, ce que notre intervenante philosophe disait ce matin, qui font que, on va au plus court, on va au plus vite, et parfois on va au plus réducteur. Or, on perd toute une plus-value de confrontation de points de vue, d'échange, qui permet de bien construire et évaluer une politique publique. Alors, j'ai une autre question ici. Si je peux juste, pour compléter d'un point de vue toujours plus opérationnel, je souscris complètement à ce qui est dit là. Et on s'est attaché dans MESIS, puisque je vous ai parlé d'un nombre d'indicateurs conséquents, il y a eu un très gros travail qui a été fait avec le cabinet Kemso sur la sémantique, sur la sémiologie, pour justement ne pas dire un indicateur et puis après une évaluation avec une notation de 0 à 4, et donc éviter tous les biais subjectifs dont vous pouviez parler, genre ce porteur de projet commence à me courir sur le haricot, donc je vais le noter
je vais mal le noter, ou le noter NS. Et la preuve en est, si vous voulez, quand on définit, nous, le cœur de l'impact social, je vais vous les lister parce que d'un point de vue sémantique, ils sont complexes. Quand on doit définir l'ampleur du besoin social, bon, c'est déjà, ça peut être il faut réduire le nombre de mots, il faut dire c'est 2 lignes, c'est 10 lignes, parce que ça aussi, ça peut être conséquent. La pertinence, la différence entre la pertinence, la cohérence, l'efficacité, l'efficience et la valeur ajoutée. Bon, la valeur ajoutée, on la comprend, c'est le résultat. Mais entre la cohérence, l'efficacité et l'efficience, vous en avez parlé tout à l'heure d'ailleurs dans la définition des différentes approches qui existaient, il faut les définir, quoi. Donc il faut un très gros travail sémantique et d'appropriation tant par les analystes que par les porteurs de projets pour qu'on parle de la même chose. Sinon, effectivement, tous les biais sont permis, donc après toutes les dérives, in fine, et on s'y retrouve, enfin on a des chiffres qui ne veulent plus rien dire. Alors, merci. Voilà. Merci Véronique. Alors un constat ici, puis après on va conclure. Déjà oui, aujourd'hui, cet après-midi, on a parlé plutôt de l'évaluation des dispositifs d'accompagnement. Moi, j'aurais aimé qu'on parle de l'impact des dispositifs d'accompagnement. Ça me paraît plus pertinent. Pour avoir dirigé une structure d'accompagnement pendant une vingtaine d'années, la grosse difficulté sur l'évaluation, c'est le fait d'avoir des financeurs différents qui demandent des indicateurs différents. Et donc, du coup, on est continuellement... Enfin, là, je suis pour les dispositifs d'accompagnement, donc les structures qui se retrouvent en difficulté parce que les indicateurs de l'État ne sont pas les indicateurs du département, qui ne sont pas les indicateurs de la métropole. Il y en a un qui demande la sortie du dispositif RSA, l'autre qui va demander le nombre de créations d'entreprises. Voilà, donc moi j'ai lu avec plaisir et puis je l'ai utilisé une étude qui a été faite par le LABEX Montpellier là, sur l'étude d'impact des structures d'accompagnement. Et c'est très intéressant parce qu'au fait, ils ont pu questionner et les structures d'accompagnement et les financeurs et puis les porteurs de projets. Et ça me semble très intéressant d'utiliser ces 3 paramètres. Et puis le plus compliqué, il l'a dit M. Fayolle, c'est d'évaluer les soft skills, c'est-à-dire les savoir-être. Là, on est démunis, donc on n'a pas d'outils. Je ne sais pas comment on peut évaluer ça. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que vous voulez rebondir dessus ou alors on conclut? Une question dans l'Assemblée? Putain, allez, je vous rassure, c'est... Okay. Alors je conclue ou vous voulez faire part d'une idée s'il fallait retenir quelque chose? Marie, je vous laisse le mot de la... Allez, le mot. Je vais juste dire quelque chose parce qu'on parlait de philosophie. Je vais vous citer de la philosophie de très... Enfin, c'est un peu de la philosophie de comptoir, mais je ne peux pas résister à citer Sénèque qui disait qu'il n'y a pas de vent porteur pour celui qui ne sait pas où il va. Et ça, je pense qu'en matière d'évaluation, il faut toujours l'avoir en tête. Et pour ce dont on parle, et notamment en matière d'accompagnement et dans les écosystèmes qui sont les nôtres et les vôtres, je pense qu'il faut aussi avoir en tête qu'on ne fait pas une course en solitaire, mais qu'on fait de la régate. Et que le vent porteur, s'il est porteur pour un seul, ça ne va pas le faire. Et que il faut qu'on sache où on va ensemble, il faut qu'on sache comment on a envie de l'atteindre, et là on trouvera les moyens de l'atteindre. Et ça m'amène juste à dire que sur l'aspect évaluation opérateur ou acteur par acteur, il manque la dimension de l'évaluation de la valeur de l'écosystème dans son ensemble. Et celui-là, il est extrêmement important, il est, me semble-t-il, extrêmement important dans sa dimension territoriale. Et si on ne le prend pas en compte, en fait, on peut aussi passer à côté de plein de choses. Merci Marie. Alors on va terminer sur ce mot qui, je trouve, résume bien voilà, l'approche de l'évaluation qui, vous le comprendrez, c'est une démarche qui se fait de manière concertée, sans quoi elle n'a pas de prise directe avec le réel et elle est vouée à l'échec. Voilà. Donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On vous remercie de votre attention. Je remercie l'ensemble des intervenants pour leur participation. Merci.